C'est bon, elle au téléphone. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, désolée pour notre retard de 10 minutes. On a des petits soucis pour se connecter. Mais après, merci d'être indulgents. C'est le premier webinaire qu'on organise. Donc voilà, on a essayé de tout mettre en place. Donc encore désolée pour ce contretemps. Donc bienvenue à ce premier webinaire sur l'actualité thérapeutique dans la prise en charge de la douleur en soins palliatifs. Alors juste voilà, c'est le premier webinaire qu'on souhaite mettre en place. Donc un nouvel outil, nous, pour la cellule, afin de diffuser la culture palliative. Donc, il y aura un cycle de webinaire tous les 2 mois, en visioconférence sur les temps du midi, comme aujourd'hui, afin vraiment de pouvoir partager les actualités, les bonnes pratiques et les initiatives à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, aujourd'hui, on remercie le docteur Estelle Sun, donc praticienne hospitalière au service de soins palliatifs du CHU de Bordeaux, pour pouvoir un peu commencer et débuter ce webinaire par cette première rencontre. Juste avant de vous laisser la parole, le docteur Sudre, juste pour rappel au niveau logistique, donc vous avez vos caméras et vos micros qui sont coupés pour permettre du coup au présentateur de pouvoir faire sa présentation. Donc on vous remercie, si vous avez des questions lors de la présentation du docteur Sudre, de bien vouloir indiquer vos questions dans la fonctionnalité questions et réponses et non dans le chat, pour que nous, on puisse en fait prendre en note toutes vos questions pendant la présentation et qu'on puisse ensuite animer le temps d'échange qu'il y aura à la suite. Que voilà. Et s'il y a quelques questions autres, on essaiera d'y répondre pendant la présentation du docteur Sudre. Alors, on va essayer de partager. Est-ce que Estelle, vous arrivez à prendre la parole Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ok. Du coup, le partage, c'est vous qui le faites ou c'est moi? Ouais, on est en train de partager. D'accord. Parce que du coup, Ouais. je pourrais ça. C'est ça. Ok. D'accord. Et du coup, pour tourner, j'en profite pour tourner les diapos, c'est vous qui le ferez pour Ouais, moi? vous nous indiquez et puis on fait comme ça. Super, merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, bon, on peut commencer. Si tout le monde est OK, on peut commencer. Alors, du coup, quand on m'a été demandé donc de faire ces actualités, là, c'est Bernard Paternostre qui m'a demandé. J'ai eu plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées, hein, donc j'espère que ça va répondre à vos attentes. Faut pas hésiter, en plus, comme c'est le premier, à nous dire hein, si ça vous va. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était effectivement refaire un peu le point sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Si on peut, voilà, je voulais quelque chose d'un peu médicamenteux, des vraies nouveautés, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait, mais il y a quand même des petites choses, donc je vais vous les présenter rapidement. Un petit point sur la méthadone, parce qu'il y a quand même des nouveautés dans les outils autour de la méthadone. Je voulais effectivement aussi, dans le cadre de la douleur, voir ce qui pouvait nous être apporté en non médicamenteux. Donc là, j'ai commencé à partir dans ma grande créativité pour vous rappeler un peu ce que c'était que la réalité virtuelle, parce qu'en plus, nous, on va en avoir un sur l'USP là. On est en train d'attendre la machine, on a pu la tester tout cet été. Et puis, pour être encore plus créatif, un petit point sur le cannabis médical, j'étais la référente sur le CHU concernant cette molécule. Et puis, d'autres choses aussi qui sont en étude, sur lesquelles rien n'est figé, mais je voulais quand même en parler, non pas parce que c'est un sujet qui me tient plus à cœur que ça, mais je trouve que les patients vont être de plus en plus en demande de choses un peu atypiques qu'ils vont pouvoir, eux, trouver sur Internet. Et donc, je me dis que ça pourrait être bien de vous en parler, juste pour vous dire que ça existe et comment est-ce qu'on peut peut-être y répondre, en tout cas comprendre ce que ça peut entendre pour les patients. Donc, on va commencer par le côté médicamenteux et quelques nouveautés. Diapositive suivante, je crois même que ça va être 2 diapos après, à mon avis, s'il vous plaît. Encore après? Oui, j'aime bien mettre des trucs comme ça, mais c'est vrai que comme c'est habituellement moi qui gère, c'est un peu plus fluide. Du coup, question nouveauté qui date quand même déjà de l'été dernier, mais qu'on a vraiment pu avoir à l'hôpital, nous, qu'en début 2023. C'est l'actiskino à petit dosage, du 1 mg et 2,5 mg. Pour rappel, c'est du sulfate de morphine, donc c'est pas tout à fait, 1 mg ne correspond pas tout à fait à 1 mg sur la 0,75 de morphine. L'idée de cette commercialisation,
c'était permettre effectivement d'avoir donc des plus petits dosages, mais surtout, il y avait eu pas mal, pour en avoir discuté avec Ethypharm, il y a eu pas mal de retours de patients qui étaient assez gênés parce que c'est quand même des doses qu'on donne aux personnes âgées. Ils n'arrivaient pas forcément à ouvrir les bocaux de Ramorph et le comptage des gouttes était un peu compliqué. Donc du coup, on trouve quand même que c'est vraiment bien qu'il puisse y avoir donc ces deux molécules qui sont toutes deux orodispersibles et ça donc du coup complète la gamme du 5, du 10, du 20 et du 30. Elles ont vraiment la même pour les adultes comme pour les enfants, donc ça c'est bien. Et puis surtout, voilà, ça va être quand même plus intéressant d'avoir ce type de molécules pour la titration. Et je vous rappelle qu'eurodispersible, on peut le mettre donc du coup en sublingual. Avant, on pouvait ouvrir les gélules, mais ça peut être un peu embêtant pour en perdre. Donc en sublingual, ou alors carrément dans un petit verre d'eau, dans un peu de cuillère. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt ce qui est recommandé pour les enfants, avec toujours, bien sûr, le respect des indications, des douleurs plutôt intenses et importantes, les contre-indications d'allergies, etc. Et puis les différentes ajustements qui pourraient être nécessaires s'il y avait des insuffisances rénales, par exemple, et puis toujours la mise en garde habituelle. Mais voilà, deux gammes, deux molécules de plus, même molécules, mais en tout cas deux dosages de plus à votre arsenal thérapeutique concernant l'actiskénon. C'est vrai que ça semble plutôt bien pour le relais des gouttes. Et voilà, ça nous semblait important de vous rappeler tout ça. Si vraiment c'est un peu rapide, parce que je sens que ça parle un peu vite, ne pas hésiter à me dire que je ralentisse, quoi. Il ne faut vraiment pas hésiter. J'ai voulu en parler parce qu'effectivement, c'est une des molécules dont on n'a pas forcément pu parler à notre dernier club, mais on s'est dit que c'est très bien de le rappeler. Puis vous voyez, c'est quand même des choses un peu récentes. C'est le cétafène. C'est l'association de paracétamol, 500 mg, et d'ibuprofène, pardon, 150 mg, qui est donc est à voie orale et IV. Pour l'instant, au niveau, il n'y a que le Péros qui est en ville, mais je trouve que c'est quand même intéressant. C'est commercialisé là que depuis fin décembre. Donc ça, c'est quand même plutôt bien, parce que ça quand même permet l'association des deux. Toujours toutes les 6 heures, parce que c'est quand même du paracétamol, 1 à 2 comprimés, soit un maximum de paracétamol 3 grammes et d'ibuprofène 900 mg. Juste un petit rappel pour le paracétamol, je le dis à tous ça, mais ça, c'est mes formations de CAPA douleur. La NSM autorise à aller jusqu'à 4 grammes, bien évidemment. Par contre, attention, en passant de 3 à 4, on a une action sur tout ce qui est la thrombolyse et le système fibrinogène, etc. au niveau et donc de l'anticoagulation au niveau sanguin. Et il est préconisé de ne pas dépasser les 3 grammes. Voilà, surtout si on met de l'ibuprofène avec. Donc voilà, sachez-le, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier sur les fiches thérapeutiques. On va jusqu'à 4, mais vraiment, nous en algologie, on est plutôt un peu strict avec ça, plutôt par paracétamol 3 max, surtout si on rajoute des anti-inflammatoires à côté. Donc ça, c'est pour le Péros. L'IV est encore qu'à usage hospitalier, mais c'est arrivé là depuis un an à peu près. Où là, au niveau des dosages, ça va être dans des petits flacons de 100 ml à passer sur 15 minutes. On a 10 mg de paracétamol par ml et puis du 3 mg pour l'ibuprofène. Pareil, toutes les 6 heures. Vous voyez, là, on va jusqu'à 4. Donc nous aussi, à nous restreindre de ne mettre que plus que 3 flacons. Pour le coup, ces deux molécules sont intéressantes pour des crises plutôt aiguës. Je pense qu'elles sont très intéressantes parce que nous, on aura peut-être un peu plus long terme, mais vraiment la même, c'était plutôt un traitement court. Un autre point sur lequel il faut vraiment faire attention, et ça c'est pour ça que les notices patients ont été revues là en juin 2024, d'où le côté actualité, il y a quand même pas mal de sodium à l'intérieur. Donc attention, ça peut quand même avoir des décompensations cardiaques et ça fait partie des contre-indications qui peuvent être importantes pour ces molécules. Mais je sais que sur des crises aiguës, pour passer un cap, ça peut quand même être intéressant de pouvoir les associer. Puis surtout, on passe moins de traitement, donc moins d'hydratation, etc. On a vraiment du coup un effet synergique. Et dans les différentes études qui ont été faites là au courant 2022, notamment pour l'IV, il y a vraiment eu au niveau des experts un plus, il y a vraiment eu un mieux qui ont été vus vraiment à l'opposition avec le placebo, mais paracétamol ou ibuprofène seul, il y a vraiment eu un gain pour les patients. Donc voilà, ça existe, il faut y penser.
Du coup, comme c'est plutôt une commercialisation hospitalière, ce sera avec les HAD. Et comme je sais que vous êtes quand même pas mal d'acteurs aussi de ce côté-là, ça peut être intéressant. Donc, sachez qu'il y a quand même sur des résidus cette possibilité, avec bien évidemment toujours respect des contre-indications hépatiques, etc., et des recommandations habituelles. D'où moi, ma recommandation, c'est vraiment de ne pas dépasser les 3 grammes si vous pouvez. Je sais qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à 4 grammes, oui, mais nos patients étant quand même fragiles, avec souvent quand même des insuffisances d'organes, il me semble que 3 grammes doit être la limite que l'on se mette dans la tête. Donc 3 grammes pour le paracétamol et 900 mg pour l'ibuprofène. Je pense qu'on est vraiment dans une zone assez sécure et qui est vraiment très efficace, à mon sens. Donc voilà pour les premières nouveautés concernant des molécules un peu plus classiques. Et pour entamer sur la méthadone, donc je voulais refaire un peu le point avec vous. Sur des nouveautés, pas sur la nouveauté sur la méthadone elle-même, mais vous allez voir sur des outils qu'on peut retrouver. Donc la méthadone, initialement, était une molécule qu'on avait sous forme de sirop et de flacon. Comme c'est une molécule très amère au niveau du goût, ils étaient excessivement sucrés. Il y a à peu près 10 grammes de sucre dans chaque flacon. Donc, pour les patients diabétiques, c'était comme un petit peu embêtant. Et on avait des concentrations d'un 33 par ml ou du 5, 10, 20, 40 et 60. Donc, il y a eu un passage aux gélules avec le Zorion qui a été une véritable avancée pour les différents patients. Moi, c'est une époque où je travaillais encore en détention, donc on l'utilisait à la fois bisantalgique et on visait de substitution et on avait vraiment un vrai gain. Ça avait mis du temps à apparaître parce qu'il y avait un doute. Vous savez pourquoi la méthadone était aussi visqueuse? C'est parce qu'on avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas être injectable par les patients. Contrairement au Subutex, qui n'est quand même pas injectable, mais ça arrivait comme à s'injecter en rajoutant un peu d'ammoniac. Et la grosse crainte avait été initialement, notamment au niveau des substitutions, que ce soit que du coup en gélule et en poudre soit plus facilement diluable. C'est des choses qui ont été remontées, mais pas tant que ça en fin de compte. Il y a vraiment eu un bon accueil de ces molécules. Je vous rappelle juste que c'est un opioïde quand même, un très puissant opioïde par rapport à la morphine. Un effet anti-NMDA qui va donc jouer sur les voies de modulation de la douleur. Ça, c'est vraiment important. Avec certaines composantes, on trouve aussi sur les voies sérotoninergiques. Donc ça, il faut y penser. Ça peut donner quelques effets de rétention et d'urine, des choses comme ça, comme des effets sérotoninergiques. Donc, à entendre, peut-être pas à tenir compte, parce que ça reste comme de l'hyperspécialité, mais enfin, il faut savoir que ça peut donner ça. C'est une molécule qui est beaucoup plus affine que la morphine, qui va se mettre au niveau des récepteurs mu. Mais comme elle va être très grosse, elle va couvrir tout le récepteur mu, même si elle n'a qu'une seule partie du récepteur mu au niveau affinité. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, quand la molécule va être utilisée par le corps sur le plan de la douleur, de pouvoir compléter par de la morphine ou vice-versa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est plus affine que la morphine. Donc, il va falloir quand même faire attention quand on donne l'une et l'autre à ne pas le faire en même temps. Il va falloir que ce soit toujours en décalé parce qu'on aura toujours une compétition et la compétition sera toujours gagnée par la méthadone. Ça, c'est important. Une molécule qui va se stocker au niveau des différents tissus. Les tissus qu'on connaissait le mieux, c'était plutôt les tissus graisseux parce que c'est une molécule qui est très, très lipophile. Mais à savoir aussi qu'il existe une condensation aussi au niveau hépatique et au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est important à savoir, d'où les effets secondaires de dépression respiratoire quand on est en surdosage, avec un relargage. Alors, ce n'est pas un mot qu'on a besoin, mais c'est en gros une saturation des stocks dans ces différents tissus qui va mettre 5 à 7 jours, qui va ensuite repartir dans la circulation dans sa circulation sanguine. Donc, on va avoir une molécule qui, à l'initiation, va avoir une grosse inertie. Donc ça, c'est important à toujours se retenir qu'il va y avoir ce délai. C'est pour ça qu'on aime bien quand même plutôt l'introduire du coup en hospitalisation et qu'on prévient toujours les patients qu'il y aura ce délai d'efficacité avant d'avoir un dosage assez intéressant. Au niveau des indications, c'est quand même la douleur intense et réfractaire. Je vous rappelle la FA de 2010, puis également la HAS de 2020. Elle est aussi en 3e intention de la douleur neuropathique, des recommandations de 2020 de Moisset et Al. Ce qu'on appelle les opioïdes en 3e intention, les opioïdes forts, c'est la méthadone, elle peut rentrer là-dedans. Et son effet anti-NMDA, du coup, va jouer sur cette douleur neuropathique. Et on peut peut-être y penser un peu plus d'emblée sur des néoplasies d'emblée qui vont avoir des douleurs mixtes, comme par exemple le cancer du côlon, mais surtout, je pense, le cancer du pancréas et la douleur solaire. Je pense qu'on n'y pense pas suffisamment tôt. On commence toujours par les morphiniques, mais peut-être que si on n'a pas suffisamment d'efficacité, il faudrait peut-être qu'on y pense un petit peu plus sur ce type de néoplasie. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire, si ça ne marche pas, je vais au cathécal. Oui, c'est vrai, c'est bien, mais peut-être que la méthadone peut être une alternative intéressante en fonction de l'état clinique du patient, ne permettant pas, par exemple, la mise en place d'un cathé.
À la mise en place, attention, ça donne un allongement du QT, donc on fait un ECG, on vérifie quand même le ionogramme parce que ça peut donner une variation du stock, notamment de sodium et de potassium, donc à vérifier. Et puis dernier point qu'on a peut-être toujours tendance à un peu à oublier, mais vraiment, il faut vérifier avec le Vidal, c'est lecture d'ordonnance ou demander quand on est en hospitalier au pharmacien de refaire le point par rapport à ça, l'interaction avec les autres molécules. Petit point que je ne vous ai pas noté ici, qui moi me tient toujours à cœur, mais ça va donc se stocker au niveau hépatique. Et il va y avoir un métabolisme au niveau des différents cytochromes, P450 et 2D6. Et je rappelle que l'oxycodone passe par les mêmes cytochromes, ce qui veut dire qu'en gros, elles peuvent être en compétition toutes les deux. D'où on va préférer, vous allez voir, faire une coanalgésie avec de la morphine, du sulfate de morphine, plutôt qu'avec de l'oxycodone pour éviter cette compétition. Donc ça, c'est aussi à prendre en ligne de compte de cette, de cette molécule très intéressante, mais il y a quand même voilà, une protection et une surveillance à avoir à la mise en place et tout au long de la prescription. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Du coup, comment on peut la mettre en place? Alors, il y a plein de techniques différentes, à peu près 9 possibilités, selon les différentes sources experts et les grosses méta-analyses qui avaient été faites. En titration, augmentation prudente, à heure fixe, tout ça c'est possible. On peut faire aussi juste à la demande, le temps de trouver la dose efficace, en 2 ou 3 prises. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de réelle équianalgésie avec la morphine. Donc on peut avoir tout un tas de possibilités en fonction du dosage de votre équivalence. Quand vous allez faire le relais, ben, vous pourrez avoir une proportion de 1/10 à 1/13. Donc ça, il faut le savoir que ça peut être important. Du coup, a été créé un outil par le docteur Treillet qui s'appelle MetaConvert, dont je vous ai mis le lien. Allez regarder, c'est un lien quand même assez intéressant. Alors, vous voyez, pour l'exemple que je vous ai mis, on peut avoir du coup une dose fixe de 94 jusqu'à 110, c'est quand même une grosse différence, ou même 63, et après on fait avec des petites doses. Il a répertorié, c'est ça qui est intéressant dans cette application, il a répertorié à peu près toutes les possibilités qu'il était de mise en place avec les différents protocoles et à peu près comment on pouvait faire. Donc, ça peut donner une idée à l'initiateur de comment on fait. Alors, moi, au quotidien, je vais utiliser en fonction le stop and go. Donc, j'arrête la morphine et puis je mets d'emblée ma méthadone et je la titre un peu pour savoir, j'ai à peu près ma dose équivalence. Je sais qu'à par exemple, je vais être sur du 20 x 3, ou enfin du 60 mg par jour. Et je me dis que peut-être 20 x 3, ça fait beaucoup. Je fais une première journée à 10 et dès le lendemain, je le mets à 20 pour voir comment est la tolérance. Ou alors, effectivement, je mets en place une zone inférieure et je baisse progressivement ma morphine. Voilà, j'ai à peu près les deux possibilités. Mais ça va être vraiment, je dirais, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment aussi avoir une habitude un peu de la molécule et en même temps de comment est le patient. Est-ce que son état clinique lui permet? Est-ce qu'il ne faut pas aller trop vite? Voilà, c'est tout cet environnement-là qu'il va falloir aussi prendre en ligne de compte. Est-ce qu'il a déjà, par exemple, des antineuropathiques qu'il va falloir envisager aussi de baisser parce qu'il peut y avoir de l'interaction? Est-ce qu'il y a une couverture anti-inflammatoire à côté si c'est des métastases osseuses, quand on est des douleurs mixtes? Voilà, il y a quand même tout ça à prendre en ligne de compte. Nous, on a tendance à faire du stop and go ou alors plutôt un changement rapide et progressif. Voilà, on a plutôt sur cette méthodologie-là, nous, à l'USP. On a également fait partie de l'étude sur la coanalgésie là, qui est sortie en septembre. J'avoue, je n'ai pas eu le temps de regarder le papier, mais qui là est en train d'être publié. Où par contre, on était plutôt sur un traitement de fond de morphine qui restait à minima et on mettait des doses de méthavodone, 9 mg, et là, il y a eu un vrai effet. Donc, ce qu'on peut déjà dire dans tout ça, c'est qu'effectivement, l'association des deux est très bénéfique pour les patients qui ont des douleurs neuropathiques. Et c'est vrai que nous avons régulièrement des patients qui sortent avec des doses de méthadone, une dose de morphine qu'on a pu baisser de façon très importante aussi, de 3 à 4 à 5 fois ce qui est possible. Et on arrive quand même régulièrement à garder un peu les deux sur un petit moment. Donc, à savoir voilà, qu'en coanalgésie, ça reste très, très intéressant. Mais ce qui est important dans cet outil, que moi, je vous dis, je l'utilise. Hein, j'utilise au quotidien, quand je remets en place, etc. Puis j'aime bien du coup regarder les différentes études. C'est quand même intéressant avec cet outil, c'est qu'il nous permet de définir une dose maximale. C'est-à-dire que je vais pouvoir introduire ma méthadone selon mes habitudes aussi, mais je sais que je ne devrais pas aller au-delà de cette équivalence-là en fonction de ce qu'il a en morphine. Donc ça, c'est quand même assez intéressant.
Donc, voilà, à l'explorer. Il y a quand même pas mal de papiers, elle a mis pas mal de choses à l'intérieur, Dr Trier, Erwan, c'est assez intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et là, le CFETD a fait ce qu'on appelle la métabox. Du coup, ça va reprendre les différents métavers. Là, je vous ai mis un copier-coller de ce qui apparaît sur la CFETD. Mais c'est intéressant parce que, du coup, ils ont repris tout ce qui pouvait être utile pour la mise en place de méthadones, les recommandations, les fiches d'information du patient, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place. C'est vrai que j'avoue que nous, on ne le faisait pas forcément, la fiche info patient, mais voilà, maintenant que je sais que cet outil existe, je vais pouvoir, voilà, et qu'il ait surtout été validé par la conférence d'experts de la CFETD, qui a un groupe de travail spécifique, on va pouvoir du coup l'utiliser avec une fiche de surveillance qu'on sait déjà, et puis exemple d'ordonnance, etc. Donc ça, c'est un outil, allez-y regarder, qui est quand même assez intéressant. Et autre point, pour moi, c'est vraiment une molécule qui est intéressante parce qu'on a quand même, notamment nous dans les USP, la possibilité de faire un relais IV avec le méfénon. Donc c'est un ancien ATU, donc c'est un ACC, vous savez, c'est les molécules à visée compassionnelle, mais du coup, on a un relais IV quand les patients sont hospitalisés. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Comment se fait alors juste pour votre information, comment se fait alors la répercussion? Si c'est une dose de plus de 80 mg, c'est qu'on a quand même nous, des patients qui arrivent régulièrement à 90 mg minimum, on fait un changement du 1 pour 1 avec le méfénon, donc 80 Peros, 80 IV, ou sinon ce sera divisé par 2 quand c'est supérieur. Excusez-moi, j'ai fait une coquille, je ne l'ai pas vu. Si le traitement Peros est inférieur à 80, on divise par 2. S'il est supérieur, c'est du 1 pour 1. Excusez-moi, je ne veux pas que je corrige ça, ça me semblait clair pour moi, mais j'ai dit 2 fois la même, c'est une bêtise. Donc, quand c'est inférieur à 80 mg, on divise par 2 la dose au passage IV. Et quand, par contre, c'est supérieur à 80 mg, on mettra du 1 pour 1 en IV. L'APCA, c'est possible avec des doses réfractaires, etc. Mais là, ça se rentre vraiment dans l'hyperspécialité. Et on peut également mettre des bolus aussi. Ce qu'il faut savoir, que c'est actif en 15-20 minutes. Voilà, 15 à 30 minutes. Donc, bon, est-ce que c'est à mettre en place de cet ordre-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met plutôt en PSE, donc en continu, et on fait des bolus nous-mêmes de méfénon s'il y a besoin, ou alors on complète quand même avec notre morphine s'il y avait besoin. Donc, voilà pour le point méthadone. Du coup, pour le point non médicamenteux, quelque chose qui est très tendance, mais ça, je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a d'autres outils qui sont en train de sortir et la réalité virtuelle est quelque chose qui fait partie des thérapies numériques ou ce qu'on appelle les digital therapy, TBX, dont on va avoir de plus en plus d'outils, des outils de surveillance, comme de surveillance des dosages lorsque vous avez des pics intratécaux. Enfin, il y a aussi un CONED qui est en train d'être mis en place sur une étude européenne dans les soins palliatifs. Donc, il y a quand même pas mal de choses sur les thérapies numériques. Donc, je vous ai remis la définition de principe, mais donc, ce sont toutes des interventions thérapeutiques qui vont être fondées sur des données probantes. Donc, déjà, ça a été pas mal de temps à être mis en place et qui vont être pilotées par des logiciels de haute qualité pour prévenir, gérer et traiter un trouble médical ou une maladie. Elles vont être utilisées en plus de tout l'arsenal thérapeutique habituel, médicaments, tout ce qui va être psychothérapie, etc. Donc, ça va être toujours associé à tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser, je dirais, les soins aux patients et les résultats en santé, avec quand même une certaine forme d'autonomie aussi. Il y a quand même des philosophes qui ont travaillé là-dessus pour créer une éthique digitale. Mais ça, c'est un autre débat, donc du coup, je vous en parle juste, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui a été pensé par rapport à tout ça. L'idée du coup de la réalité virtuelle, ça va être une simulation qui va être donc générée par un ordinateur avec un ensemble de sons, d'images ou de lieux. On va mettre le patient dans une forme de lieu, dans une certaine situation qui pourrait être réelle, donc avec des images réelles, ou alors carrément imaginaires, avec un casque à la fois visuel et également sur les oreilles, pour éviter pour avoir une immersion un peu complète du patient. L'idée, c'est effectivement donc d'une immersion dans une autre situation, dans un autre contexte, pour potentialiser un détournement d'attention et le sentiment d'immersion qui va être créé, donc va pouvoir être évalué, ce qu'on appelle le flow. Et il va être défini par 5 grands points, cette sensation d'immersion. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que c'est quelque chose qui est en train de se développer un peu partout, mais c'est surtout quelque chose qui a été très réfléchi. Il y a quand même pas mal d'études qui sont sorties, certes des études américaines et des méta-analyses, mais vous voyez, c'est quand même quelque chose qui a été bien réfléchi. Donc l'idée, c'est un sentiment de présence et d'immersion dans l'environnement, avoir une espèce d'expérience réaliste pour le patient, avec un degré d'interactivité, c'est-à-dire qu'on va demander au patient un degré d'engagement,
L'engagement va être à la fois lié parce qu'on va mettre une personnalisation, on va lui faire choisir un scénario, on va lui faire choisir des images, choisir la voix qui va lui parler. Et puis, comme il va être lui-même, on va être dans une certaine posture et dans une certaine interaction avec l'environnement, donc on va faire en sorte qu'il soit plutôt bien. L'interface va être importante avec le casque. Vous voyez, ça peut être des effets aussi limitants si le patient n'est pas forcément bien, s'il n'a pas mis ses lunettes, qu'il ne voit pas très bien, bah, effectivement, ça peut être limitant pour une immersion et une interactivité. Et physiquement, quand on va le mettre dans quelque chose de plutôt bien et confortable, il va aussi, du coup, être impliqué de ce côté-là. Et puis en plus, il va avoir probablement il peut y avoir une incarnation avec un avatar visuel où il va voir les mouvements et suivre les mouvements. Donc on va avoir vraiment l'immersion complète du patient, très plurisensorielle. Et l'idée, ça va être qu'il va y avoir une forme de contrôle, qu'il va quand même pouvoir, lui, mettre une forme de contrôle, et en même temps, perte de conscience du soi. Donc, le temps va varier, il va avoir, comme il va être immergé dans quelque chose d'autre, tout ce qui va pouvoir avoir un lien avec sa douleur va être mis de côté. Et l'idée, c'est ça. À la différence de l'hypnose, qui est plutôt liée à la capacité de suggestion des personnes. Vous voyez, on ne va pas jouer vraiment sur, le, sur les mêmes composantes, donc on va pouvoir peut-être potentiellement les associer. Donc c'est vraiment du détournement d'intention avec un patient qui est immergé dans un autre environnement. Et comme il va pouvoir choisir une grosse partie de son environnement, bah, il y a vraiment quelque chose de très d'engagement personnel à l'intérieur de la démarche. Donc ça, c'est quand même c'est vraiment la différence où dans l'hypnose, vous donnez aussi un choix. Là, c'est pas le cas. C'est lui qui met et qui prend en main tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'idée, c'est d'atténuer non pas la douleur, mais la perception de la douleur, si vous voulez, en changeant les signaux nociceptifs, en les mettant voilà, de côté au profit des non nociceptifs, donc de tout ce qui est de l'environnement, de ce que je vois, de ce que j'entends, pas ce que je chante, mais évidemment, mais voilà, de tout ça. Et ça va affecter du coup le ressenti des douleurs parce qu'on va avoir donc cette atteinte sensorimotrice importante, mais en même temps, on va avoir une analyse. Donc, du coup, on va avoir aussi une atteinte, une immersion qui va être aussi cognitive. Donc, lié par ce sentiment de présence, de ce que je suis en train de vivre et d'agréable. Et on va avoir, et là, c'est quand même assez intéressant parce que vous allez voir, il y a des petites choses qui ont été étudiées autour de ça. On va avoir une réponse physiologique à l'environnement par des actions sur le système nerveux autonome. Et du coup, ces actions, par cette distraction sensorielle, va avoir du coup un accès sur les différentes zones douloureuses et les différents IRM fonctionnels qui ont été faits ont montré que dans les différentes zones cérébrales en lien avec la douleur, comme le cortex sensorimoteur, le système limbique, l'insula, le gyrus singulaire, eh bien, on avait jusqu'à 50% de diminution d'activité dans ces zones-là. Donc, ça voulait dire qu'il y était des zones de douleur. Ça veut bien dire qu'on avait une diminution de cette perception de la douleur de par ce qu'on stimulait les autres zones. Et on a aussi pu voir que chez les douleurs chroniques, il y avait aussi une durée de l'immersion. Donc, ça va être très important en réalité virtuelle de savoir de combien de temps le patient, je le mets dans cette situation. On peut avoir un effet qui peut être persistant du coup jusqu'à 1 heure. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Je dirais, mon bémol à moi, quand j'ai lu un peu ça, c'était que quand même, il pouvait y avoir des épisodes désagréables, et, comme de peur ou d'anxiété. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir chez certains dont, vous allez voir, donc c'est la diapositive d'après, mais j'anticipe un peu. Donc nous, on a eu une USP, à l'USP, pardon, une machine pendant 1 mois, et on a pu faire tester un petit peu tout le monde, à des patients, etc., et à des soignants. Bah, quand l'indication n'était pas si bien faite que ça, on a quand même eu notre interne et puis d'autres soignants qui n'étaient pas à l'aise. Il s'est passé quelque chose. On leur avait mis l'anxiété alors qu'ils n'étaient pas forcément anxieux. Il y a eu quelque chose dans la voix, dans ce qui a pu être dit, qui a quand même bloqué. Donc, il y a quand même eu un petit épisode désagréable. Et quelque chose qui a été décrit depuis un bon moment, c'est qu'en fin de compte, il peut y avoir ce qu'on appelle le cyber sickness, qui est un équivalent du mal des transports. Donc, avec une espèce de désorientation, ce qu'on cherche en même temps, une désorientation, mais on peut avoir donc des symptômes visuels ou un petit peu de nausée. Et ça, c'est effectivement lié à notre stimulation du système nerveux autonome et de l'activité musculaire, paradoxalement, parce que comme vous êtes en train de regarder au niveau de la face, il ne se passe pas grand-chose, mais vous allez voir, on a tendance à vite de faire ça parce qu'on regarde un peu partout. Et ça peut créer effectivement le mal des transports parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Mais on s'est rendu compte aussi dans les différentes études qui ont été faites là que c'était plutôt lié peut-être à la qualité de l'outil et du navigateur, mais également de l'environnement. Donc l'idée vraiment que la posture du patient pendant sa séance de verre est vraiment importante par rapport à ça.
Du coup, comme je vous disais, diapositive suivante, il y a voilà, des utilisations qui sont déjà en cours. Je reviendrai sur les indications après. Donc, il y a plusieurs USP qui l'ont déjà. Hein. Lyon, il fait sur l'anxiété. Jacques Garnier avec un lien avec un psychomotricité. Donc, vous voyez que c'est quand même très tendance, mais c'est déjà bien évalué. En cancérologie, avant la mise en place, des examens pouvant être traumatisants comme la BOM chez les personnes âgées, c'est mis en place et ça marche plutôt bien. Donc, l'idée, c'est permettre une meilleure gestion de la douleur aiguë ou chronique, du coup, l'analgésie, avant les gestes douloureux, relaxation, anxiété. Et dans d'autres domaines, ça avait vraiment été utilisé dans le PTSD, dans le traitement des phobies. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, nous, comme je vous le disais, donc nous, on l'a testé pendant 1 mois. Et là, on est en train d'attendre notre machine. Pour qu'on a pris une location et pas un achat, c'est parce que quand vous prenez la location, vous avez tout ce qui est entretien du matériel, mais également mise à jour du logiciel qui est inclus dans la location, alors qu'à l'achat, ce n'est pas inclus. Le matériel est à vous, mais il peut être rapidement obsolète au vu de l'avancée des technologies à l'heure actuelle. Mais ça doit vraiment s'intégrer, par contre, dans une analgésie, une antalgie multimodale. On peut l'associer en hypnose, donc il y a de l'hypno-VR qui existe, alors ça, c'est encore un autre débat. Plutôt en complément de l'hypnose formelle, parce que du coup, vous avez vu, c'est 2 voies différentes, une voie de suggestion et une voie de distraction, ça c'est intéressant. Mais c'est toujours, et ça, toutes les études étaient très claires là-dessus, dans toutes les revues de la littérature qu'on trouve, il faut qu'il y ait un soutien psychothérapeutique ou de psychomotricité associé. Ça, c'est vraiment très, très important, et toujours sous couvert des traitements antalgiques. Comme il peut y avoir peut-être une sensation d'inconfort, il n'est pas lié que quand même, il faille peut-être optimiser certains traitements à certains moments, notamment au niveau de la première séance, le temps qu'on trouve le bon déroulé pour le patient. Donc, importance de la durée, importance des traitements à côté. Et nous, de ce qu'on a vu vraiment sur le peu de patients, j'en ai revu un là tout à l'heure en AGJ, lui, là, il y a eu un gros bénéfice en lien avec de l'hypnose et les différents traitements, les séances de VR, il en parle encore comme des grands moments de relaxation qui m'ont fait beaucoup de bien. Mais du coup, on avait pris plutôt pli relaxation pour lui que antalgie, mais ça avait bien marché. Donc, c'est voilà, quelque chose qui existe et il y a plein de petites choses pour les patients aussi à la maison. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer de ce côté-là. Donc, voilà, je voulais vous en parler parce que nous, on est un peu là-dedans et c'était quand même assez intéressant de savoir voilà, cette notion de distraction et de comment ça fonctionne. Et que surtout, les patients peuvent vous en parler. Donc, ça me semblait important. Maintenant, autre sujet, alors un peu moins conventionnel, j'ai commencé à en monter en non conventionnel, le cannabis médical. Du coup, comme vous le savez tous, on a une expérimentation qui a débuté depuis le mois de mars, pour une durée de 3 ans, qui va se finir donc là en décembre 2024, avec des qui ont pris 5 grandes indications thérapeutiques que je vais vous redonner après. L'objet, c'était de déterminer si on l'utilisait dans le cadre médical, est-ce qu'on pourrait la généraliser et est-ce que réellement ça avait un effet. Donc, ça avait déjà été jugé pertinent par l'ANSM, dans différentes situations cliniques particulières, dont avait été exclue la fibromyalgie, ou donc ces situations cliniques particulières, où on avait un soulagement qui semblait insuffisant ou une mauvaise tolérance des différents traitements et thérapeutiques qui avaient été mis en place. Donc, c'était toujours à envisager en complément, ou en remplacement de certaines thérapeutiques, mais quand même avec un traitement quand même dessus bien conduit. Donc, je vous ai mis le site là, de la NSM. Vous avez quand même voilà, pas mal de petits renseignements là-dessus qui sont quand même assez intéressants. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les 5 indications qui avaient été retenues par la NSM, c'était les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, à savoir que les thérapies accessibles étaient à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses. Certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, comme le Lennox-Gastaut, mais là, il existait déjà le Marinol. Hein, ça fait très longtemps quand même qu'on utilise le CBD à haute concentration pour ce type de pathologie. Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements, et également les situations palliatives. Nous, on s'est placé dans ces 2 indications-là au niveau du CHU. Il y a également la spasticité, puis tout le reste, mais je dirais au niveau de l'USP, pardon. Spécificité douloureuse de la sclérose en plaques et autres pathologies du système nerveux central. Donc voilà, nous, on s'était placé dans ces 2 indications. L'avantage, je dirais, de notre indication sur un palliatif et oncologie, c'est qu'on ne traitait pas que la douleur, et c'est ça que je trouvais plutôt le plus là-dedans, c'est qu'il y avait la douleur pour laquelle il fallait qu'on ait un un EVA supérieur à 5, ou alors plusieurs autres symptômes à côté avec un EVA supérieur à 4. Sachant que les 6 autres étaient les troubles du sommeil, la perte d'appétit, nausées, les vomissements, l'inquiétude, la tristesse, avec une évaluation sur un score MDACI. Donc, vous voyez que quand même, nos patients, c'était facile du coup de les inclure, même si ce n'était pas forcément eu tant d'inclusion que ça, j'en ai eu
12 ou 13. Mon objectif était 8, mais j'ai quand même plutôt un peu plus que ce qui m'avait été demandé. Mais il fallait que le patient n'ait pas trop de la déglutition, etc., qu'il puisse bien, quand c'était plutôt des fleurs inhalées, qu'il puisse avoir une bonne capacité respiratoire. Donc, c'est plutôt ça qui était limitant. Mais on avait quand même au niveau des indications, je pense qu'il y a beaucoup d'indications en oncologie, en soins palliatifs. Avec, je ne vous l'ai pas mis, mais en oncologie, il y avait des restrictions qui étaient plutôt les effets secondaires. Initialement, il fallait que les patients soient en post-thérapeutique ou alors en rémission. 6 mois au début de l'expérimentation, on a pu faire changer on a pu faire évoluer les indications en disant quand même, nos patients qui sont sous traitement, c'est quand même eux qui ont le plus d'effets secondaires. Sur les troubles du sommeil, par nos vomissements, ça va être intéressant. Donc, quelles sont les interactions possibles? Et en fin de compte, il n'y a pas eu de contre-indication de chimiothérapie, hormis tout ce qui était hormonothérapie. Donc, vraiment, les limitations dans le cas des traitements spécifiques ont été plutôt cancer du sein, du cou et cancer de la prostate, mais sur certaines formes d'hormonothérapie. Et encore, c'était toujours sous couvert de l'évaluation de l'oncologue en fonction de ce qui avait été mis en place. Donc, il n'y a vraiment pas eu de restrictions par rapport à un patient encore sous traitement spécifique, hormis sous hormonothérapie. Donc, c'est un peu important, à mon avis, à vous dire. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, certes, j'ai pu avoir un effet sur la douleur, c'est vrai. Plutôt, je dirais, dans la diminution de la consommation des opioïdes chez les patients qui étaient atteints de cancer, et je parle essentiellement des patients atteints de cancer du pancréas, qui leur avait vraiment fait beaucoup de bien. Mais surtout, ce que les patients, en l'occurrence les patients, ont pu me dire, c'est qu'il y avait une véritable amélioration de leur qualité de vie, de leur sommeil, de l'appétit, mais aussi de leur humeur. Et une dame m'avait dit, elle a été sortie de l'expérimentation parce qu'elle prenait un protocole, un nouveau protocole d'essai clinique sur l'ergot. Donc, du coup, on avait préféré la sortir d'expérimentation. Mais c'est une dame qui faisait beaucoup de golf. Je l'y faisais parce que je n'ai pas vu trop de nouvelles ces derniers temps. Beaucoup de golf, et elle trouvait que son mari qui commençait à avoir des troubles cognitifs, devenait très, très agaçant. Et elle me disait, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais franchement, je supporte de mieux en mieux. Donc, je trouve ça plutôt amusant. Je peux continuer à faire du golf, c'est super. Et même quand il est agaçant, je le trouve moins agaçant qu'avant. Je pense que c'est des médicaments et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, c'était surtout sur la qualité de vie. Elle n'avait pas forcément beaucoup de douleurs. Elle en avait, certes, mais c'est vrai que ce n'était pas ce qui était au premier plan. C'était plutôt le reste qui était au premier plan. Et sur elle, je sais que ça avait fait beaucoup d'effets. En même temps, chez ces patients-là, il fallait quand même que la dose en THC était suffisamment importante. Faire ce qu'on appelle dosage équilibré, c'est 25 mg de l'un, 25 mg de l'autre par millilitre. Donc, ça reste quand même des dosages assez importants. La grosse différence entre, ça je ne voulais pas préciser, mais la grosse différence entre ce qu'on avait envie, ce qu'il y a en ville et ce que nous on avait, c'est que dans tous nos dosages, il y avait quand même un petit peu plus de THC. C'est inférieur à 0,3% par exemple en ville, et nous on avait toujours un petit peu plus, on allait jusqu'à 1%, même quand on n'en avait pas beaucoup. Donc on avait quand même toujours des concentrations un tout petit peu supérieures en THC, et ça c'était intéressant. Par contre, là, les patients que je suis encore sont des patients atteints de SLA, et pour eux, j'ai eu un patient aussi avec un glioblastome, vraiment le THC, ça ne les a pas aidés. C'est vraiment la concentration importante en CBD, un peu comme dans les indications du Marinol, à vrai dire, où j'ai vraiment trouvé un effet sur la spasticité, sur le bien-être supérieur. Mais dès qu'on a introduit un peu de THC, il y avait quelque chose de déplaisant, d'inconfortable dans leur quotidien, voire des nostalgiques un peu particulières. Et dès qu'on revenait, parce que du coup, on a quand même un peu testé, et dès qu'on est revenu sur du CBD dominant, c'était mieux. Donc voilà, je dirais que le patient néoplasie, oui, c'était plutôt du CBD et du THC plutôt à équilibrer. Et par contre, pour un patient avec des maladies neurodégénératives, c'était plutôt sur du CBD pur. Peu d'effets secondaires, je dirais, une petite rhinorrhée, des choses comme ça initialement, peut-être un peu de nausée. Le patient avec glioblastome a fait un peu de vertige, donc c'est pour ça qu'on a préféré l'arrêter. Mais j'en ai pas eu, j'ai pas eu de choses fracassantes, on va dire, au niveau des effets secondaires. Et tout ça, en fait, c'est concordant avec ce que nos collègues québécois et canadiens avaient pu mettre en place et pu mettre en évidence. Que du coup, on avait vraiment un effet assez sécuritaire dans l'initiation, dans la mise en place. Ça a été quand même relativement efficace, toujours sur un recours aux opioïdes, mais qu'on avait pu diminuer, par exemple, des interdoses. Donc ça peut être intéressant. Donc, je vous ai mis le lien pour le papier de nos collègues de l'instance, nationale qui gère le cannabis là-bas.
Pour la suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura plus de fleurs séchées. Voilà, ça a été, les laboratoires n'ont pas, comment dire, il y a toujours un appel d'offres, hein. Il y a quelques laboratoires qui sont déjà positionnés, mais il n'y aura pas de fleurs séchées. Donc, on ne pourra pas proposer ça à nos patients. Il y aura des huiles avec différentes concentrations en CBD et en THC. Et les appels d'offres sont toujours en cours. Donc, si Boiron a répondu, j'ai pu les rencontrer. Mais il y a d'autres laboratoires qui sont. Donc, tout n'est pas encore finalisé pour l'année prochaine. Alors, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, voilà, on n'a pas de retour, nous, même dans les structures de référence pour la suite. Donc, il y aura des choses médicamenteuses, du cannabis médical qui se mettront en place. A priori, ce sera que des huiles avec des bonnes concentrations jusqu'à du THC pur. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour de réellement qui fera quoi. Voilà pour la suite, pour le cannabis. Du coup, moi, j'avais envie de vous parler de ça aussi. Vous allez dire, elle est complètement folle, elle. Oui, un petit peu. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment en train d'apparaître de plus en plus, tout ce qui est psychédélique. Et puis, c'est surtout, vous allez voir pourquoi, et c'est ça qui me titille aussi, c'est qu'en fin de compte, c'est en vente libre sur Internet. Donc, je pense que nos patients qui ont de plus en plus besoin, je pense qu'il y a un retour sociétal aussi, il y a une médecine un peu plus traditionnelle, ancienne, mais on risque d'être confronté à ce type de demande. Donc, l'idée, ce n'est pas d'en prescrire, l'idée, c'est plutôt de vous dire, le patient peut vous en parler. Donc, si vous en parle, voilà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Petit rappel, c'est pour ça que c'est vraiment très ancré en médecine chamanique et médecine traditionnelle, donc psyché là, vous savez, mais le dénouement, c'est rendre visible. Donc, le psychédélique, en fin de compte, c'est c'est un révélateur de l'âme. Donc, ça, c'est intéressant dans la signification rien que du mot. On peut appeler ça aussi des hallucinogènes. Ce qu'il faut savoir, et là c'est hyper intéressant, c'est comment ça fonctionne un peu. Ça a quand même une action agoniste sur les récepteurs sérotonergiques, 5-HT2A. Je rappelle que le citron, c'est du 5-HT3A. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une véritable action au niveau de ces voies sérotoninergiques. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de la méthadone qui avait des actions sur les voies sérotoninergiques. Vous voyez où je veux en venir quand même là-dedans. Et il y a quand même, tout ce petit monde agit toujours un peu dans ces zones-là, à savoir quand même, là, petit plus sensu, on ne va pas en parler là, mais la kétamine peut être attachée à ce groupe-là, parce qu'elle peut aussi créer ce côté dissociatif, on va dire. Donc, on sait que ça fait partie là. L'idée, en fin de compte, c'est donner un état de conscience modifié, transitoire, qui va être lié, vous allez voir, c'est pour ça que ça rejoint aussi la VR, à des altérations de la perception sensorielle. D'un côté, j'archi-stimule sensoriel pour décaler mon patient. Là, du coup, je modifie, j'altère sa perception, son humeur, sa pensée, et comment il va pouvoir avoir une perception de sa réalité face à ça. Et du coup, ça va engendrer un sens de soi un petit peu différent. C'est ce que nous dit Preller et Van Melder qui ont pas mal étudié ce cas-là. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la perception de ce que le patient nous dira de tout ça. Et puis surtout, ça va être variable. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une relation de confiance avec le patient qui puisse nous en parler, parce qu'on va avoir une variabilité sur les facteurs extra-pharmacologiques qui vont être liés à l'esprit, mais aussi l'environnement sans charge, puisque le patient y vit, éducation, socio-professionnelle, etc., au moment de la consommation. Et il ne le vivra pas de la même manière en fonction de comment ce sera autour de lui. Ça, vraiment. Alors, on rentre dans des gros débats, mais non. Ça me semble important de savoir que ça va être du coup très variable en fonction des patients et qu'un patient pourra très bien, hyper bien vivre une expérience extraordinaire à un moment et une expérience un peu moyenne dès le lendemain si ça devait se reproduire. Mais pas de dépendance. Enfin, ça, c'est intéressant aussi. Se dire qu'ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, mais au fond, il n'y aura pas de dépendance. Le cerveau n'aura pas de dépendance à ça, contrairement à d'autres traitements psychotropes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les premières études ne sont pas nouvelles, loin de là. Elles datent des années 60 avec Eric Cass, qui était algologue. Alors, je traduis algologue, mais c'est vraiment un médecin de la douleur, qui l'a fait avec le LSD plutôt. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un soulagement de souffrance existentielle. Donc, vous allez voir quand même qu'on est plutôt orienté avec psychédélique plutôt sur la souffrance. Mais moi, je l'ai aussi développé sur la douleur parce qu'il y a quand même une souffrance à être douloureux. Donc, vous savez très bien comment ça fonctionne la douleur avec toutes ses composantes et la souffrance en fait vraiment partie. Mais ça permettait d'avoir toujours un état de conscience. Et donc, ça permettait de permettre le soulagement de la douleur. C'est sans ça que c'est important. Souvent, les patients ils nous disent je prends ma morphine, je suis somnolent, etc. Du coup, ils vont aller chercher ailleurs d'autres choses qui ne les rendront pas forcément somnolents. Et c'est vrai que là, les psychédéliques peuvent être, je pense pour certains d'entre eux, peuvent être une réponse qui peut leur convenir. Donc, à nous à faire avec. Mais on s'est rendu compte aussi que ça améliorait l'anxiété, l'humeur et le sommeil. Intéressant. Et un autre point super important que j'ai trouvé vraiment du coup très
très holistique, hein, pour le coup, il y avait une meilleure communication avec les proches, une meilleure communication des différentes personnes entre elles, et ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Dans les années 70, ça a été interdit. Et les essais ont repris dans les années 2011 et puis en 2016. Et là, on a trouvé qu'il y a pas mal de choses au niveau de la littérature. Donc, 4 gros essais qui ont été faits en double aveugle, à la fois sur des patients atteints de cancer, soit sur des sujets sains, sur des patients en fin de vie qui pronostiqués à 6 mois. Et ce qu'ils se sont rendus compte dans les différentes études, ça je vous l'ai mis entre guillemets, c'est qu'il y avait une réduction immédiate, mais également à long terme, du score d'anxiété et de dépression. Ça, c'est quand même important, avec vraiment une amélioration là aussi de la qualité de vie, de l'optimisme face à la maladie et de l'acceptation de l'anxiété face à la mort. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je trouve. Il y avait vraiment une expérience mystique qui faisait que je disais, je vais mourir, mais ça va, je vis plutôt pas mal. 2-3 case reports où, en fin de compte, les patients sont allés jusqu'à demander une aide médicale à mourir parce qu'ils étaient tellement sereins qu'ils pouvaient anticiper leur mort. Donc, voilà, à voir. Ça, je vous mets un petit pavé dans la main en plus. Mais il y avait quand même dans cette expérience mystique un sentiment de connexion et d'unité face à tout ce qui existait. Face à toute leur vie, etc. Et donc, un respect aussi de tout ça. Et c'était très, très, très positif, avec quelques symptômes respiratoires, transitoires, pardon, avec une augmentation de la tension, du rythme cardiaque, des maux de tête et des nausées, là encore, avec un inconfort physique. Vous voyez, dès qu'on touche un petit peu à la sensorialité, il y a une espèce de nausée, un inconfort, qui était jugé comme tolérable à chaque fois, mais parfois il y avait de la douleur. Et dans ces études-là, c'était tolérable. J'ai lu d'autres types d'études où il disait que parfois, il fallait augmenter le traitement oncologique en côté de façon transitoire parce qu'on pouvait avoir une recrudescence de l'inconfort global du patient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je pense que c'est une des dernières en plus. Du coup, par contre, là, gros point vraiment important, c'était que toutes ces expériences, tous ces essais étaient vraiment associés à une psychothérapie ou à un soutien psychologique. Donc, pour préparer, accompagner, mais aussi intégrer. Donc ça, c'est vraiment important dans tout ce qu'on voit de toute façon jusqu'au début, vous avez vu jusqu'à tout à l'heure, la VR et tout ça, c'est jamais seul. C'est vraiment avec un soutien de l'équipe de psychologues ou psychiatres, si vous avez. Il y a des pays qui sont déjà utilisateurs, où ça a eu, c'est encore en ARMM, mais ils utilisent et c'est en train de changer, c'est la Suisse et le Canada. Donc ça savoir que c'est quand même vraiment important. C'est en vente libre sur Internet et en libre accès. Donc les patients en auront. Puis des fois, vu que ça reste les psylos et des champignons, je pense qu'ils ont peut-être plus besoin d'aller à producteur du coin. Mais vous devez savoir qu'il y a des études en cours au niveau de l'INSERM qui sont plutôt autour de la dépression et de l'anxiété ou alors souffrance existentielle. Voilà, c'est vraiment en cours. Les psychologues de l'Université de Bordeaux aussi s'y intéressent beaucoup. Il y a des groupes de travail dont fait partie notre psychiatre là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très tendance. Certes, on ne va pas en avoir une utilisation, peut-être nous en USP, mais nos patients vont probablement y avoir accès. Et je voulais vous informer de ce que ça pouvait leur apporter. Puis là, je vous ai mis quelques petits papiers qui pourraient vous intéresser. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, c'est fini. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, Parfait. Merci beaucoup, Dr Sud, pour cette riche présentation. On a essayé, alors, on n'a pas pour le moment de questions dans le chat, ni dans la barre de questions-réponses. Donc, on vous laisse quelques minutes le temps de clôturer ce webinaire si vous avez des questions. En tout cas, un immense merci. Merci aussi à l'ensemble des participants d'être venus à ce premier webinaire. On s'excuse encore pour notre retard et ces premiers ajustements, mais on teste. C'était le premier, donc c'est normal. Et donc, on a oublié de préciser si au début du webinaire, le webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube qu'on souhaite réactiver. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui pourront le regarder ultérieurement. Et comme on le disait, du coup, on va mettre en place ce cycle de webinaires tous les 2 mois. Donc, rendez-vous pour le prochain, le 28 novembre 2024. On a des questions qui sont arrivées entre-temps. non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Je pense que c'est vraiment à l'aval du ça dépend à ce que vous allez utiliser, à vrai dire. Il y a vraiment, vous allez voir, la réalité virtuelle peut avoir des séances d'1 heure, des séances de 10 minutes, de 5 minutes, de 20 minutes, vraiment purement relaxation, etc. Je dirais que l'important, ça va être de vraiment mettre le patient en confiance dans quelque chose, dans un environnement vraiment sécure. Donc, il faut vraiment qu'il choisisse tout. Alors, est-ce qu'il sera à même de tout choisir? Elle est là la véritable
la véritable question. Mais il y a des choses qui sont vraiment plus réconfortantes que d'autres, je dirais. Alors, moi, je suis pas très. Je vous présente ça et en même temps, je sais que c'est pas trop mon trip. Parce que je trouve que les images de synthèse, pour certaines d'entre elles, sont vraiment pas réalistes. Par contre, il y a les images des images du désert, de Maurice, etc., qui ont été rajoutées dans des images réelles. Et si le patient a été quelqu'un qui a beaucoup voyagé, à qui ça fait beaucoup bien, je pense que ça peut lui être intéressant de le renvoyer. Mais il va falloir quand même bien connaître son patient, parce qu'effectivement, on peut effectivement, par contre, le faire briller, mais sur des séances peut-être un peu courtes pour le coup. Les contre-indications restent assez limitées. Nous, c'est les patients un peu délirants. On n'a pas voulu tester parce qu'on s'est dit, ça va nous faire briller un petit peu plus. Troubles cognitifs, s'ils sont minimes et que le patient, par exemple, a vraiment, voilà, comme je dis, a aimé beaucoup voyager, lui mettre des images de ses voyages, peut au contraire avoir quelque chose de réconfortant, je pense. Oui, réellement. Mais avec des séances, du coup, un peu courtes et bien encadrées et avec, du coup, un débrief avant. Mais l'appareil peut être un peu gros. C'est peut-être ça qu'il faut voir avec lui s'il accepte de le garder ou pas. Parce que ça, c'est assez enfermant. Peut-être que ça peut être limitant dans la mise en place. Merci beaucoup pour cette réponse. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons, donc vous avez des remerciements pour cette très claire et riche présentation. On va pouvoir clôturer ce premier webinaire. Merci encore à toutes et tous. Merci le docteur Sudre. Et puis rendez-vous le 28 novembre prochain. On vous tiendra informé de la thématique régionale qu'on aura retenue. Merci On vous beaucoup. souhaite à toutes et tous une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir.